Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, est en visite d'amitié et de travail en Algérie. Il est arrivé hier et a été accueilli par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Nicolás Maduro a déposé ce matin une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la Révolution nationale. Prix Ali Maachi du président de la République, une cérémonie a eu lieu hier au CIC en présence de la famille artistique algérienne. L'occasion d'honorer des noms du cinéma algérien. Une série d'hommages a été rendue à bon nombre d'artistes. L'Algérie classée première en Afrique en matière de sécurité alimentaire avec un taux de croissance qui avoisinerait les 3,4% cette année. Un taux appréciable selon les experts qui estiment que l'Algérie a réussi à dépasser les répercussions de la crise sanitaire. L'Algérie a décidé de procéder à la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne, suite à un revirement inattendu de la position espagnole sur le Sahara occidental. Nous vous parlerons également des oubliés du Maroc profond, des habitants qui vivent dans des grottes et qui sont confrontés à une souffrance sans fin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, est en visite d'amitié et de travail en Algérie. Ce matin, au sanctuaire des martyrs, le président vénézuélien a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la Révolution nationale. C'est l'oxygène de l'Algérie. Le président Nicolás Maduro a visité le musée du Moudjahid où il a suivi un exposé sur l'histoire de la guerre de libération nationale. Nicolás Maduro a également reçu des explications sur différentes pièces exposées, notamment des effets personnels du cheikh Abdelhamid Ben Badis, exposés pour la première fois au sein du musée. Rappelons-le, Nicolás Maduro est en visite d'amitié et de travail en Algérie. Il est arrivé hier à l'aéroport international Houari Boumediene. Il a été accueilli par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Retour à présent sur la cérémonie du 16e prix Ali Maachi du président de la République qui a eu lieu hier soir au Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Rahal en présence de la famille artistique algérienne. L'occasion d'honorer des noms du cinéma algérien. Une série d'hommages a été rendue à bon nombre d'artistes dont celles et ceux qui nous ont quittés. Youssef Tafer et Walid Youssi. Les artistes étaient hier soir à l'honneur au CIC à l'occasion de la remise du prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali Maachi. Entre romans, théâtre, musique et cinéma, ce prix récompense les artistes algériens émérites qui se sont démarqués dans leur domaine. Honorer ces artistes aujourd'hui n'est pas une mission officielle et ne relève pas du populisme. C'est une obligation au regard de tout ce qu'ils ont accompli. Ils sont un exemple de loyauté et d'intégrité. Le prix du président de la République est quelque chose de très important pour nous. Je me suis donné à fond pour recevoir ce prix aujourd'hui, alhamdoulilah. Il y avait près de 492 participants l'année passée. Ce même nombre est passé à 717 participants et ce, grâce aux plateformes numériques mises en place par la tutelle. Le prix Ali Maachi a été attribué au grand nom de l'art algérien avec toutes ses catégories.
Il faut que les artistes prennent soin de l'art algérien. Ce pays vaut plus que de l'or. J'ai les larmes aux yeux, je suis très content. Il faut organiser plus d'événements comme celui-ci. Je suis très contente d'être ici. C'était aussi l'occasion de recroiser un grand nombre de mes collègues artistes. Cette soirée était aussi l'occasion de rendre hommage au martyr Ali Maachi, un des piliers de l'art algérien. L'Algérie classée première en Afrique en matière de sécurité alimentaire avec un taux de croissance qui avoisinerait les 3,4% cette année. Une performance remarquable, d'autant plus significative lorsque l'on sait que la précarité, la pauvreté et la sous-alimentation gagnent du terrain dans bon nombre de pays riches. Wassila Bouchareb et Raouf Hamouche. Le taux de croissance en Algérie devrait atteindre les 3,4% pour l'exercice 2022. Un taux appréciable selon les experts qui estiment que l'Algérie a réussi à dépasser les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 et à améliorer les grands indices économiques depuis le deuxième semestre de l'année 2021. On atteste notamment les recettes liées aux hydrocarbures et à l'agriculture, où l'Algérie a été classée par le Programme alimentaire mondial première en Afrique en matière de sécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a classé l'Algérie première en Afrique en matière de sécurité alimentaire. Cette performance est la résultante des programmes de développement mis en place par l'État algérien et son impact direct sur la vie du citoyen. Alors que l'impact du coronavirus a été dévastateur sur un nombre important de pays, l'Algérie a réussi, et ce en pleine crise de Covid-19, à réaliser des performances appréciables dans le secteur de l'agriculture, notamment dans les filières de la pomme de terre et de la céréaliculture. Mais pas que. L'État a été aussi un accompagnateur capital et régulier pour les agriculteurs et les investisseurs dans cet important segment d'activité. En ce qui concerne la céréaliculture, l'Algérie a déployé d'énormes efforts pour garantir à l'avenir une autosuffisance en blé et en légumineuses. Au vu de ce classement, l'Algérie est considérée comme l'un des pays qui ont franchi de grandes étapes dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la production agricole. En 2015, la communauté mondiale a adopté les 17 objectifs mondiaux de développement durable, dont l'objectif numéro 2 est l'éradication de la faim, assurant ainsi la sécurité alimentaire d'ici 2030. Coup d'envoi de la saison moisson-battage à Sétif, une saison qui s'annonce plutôt bonne. Les autorités locales accordent un intérêt particulier à la céréaliculture dans le but d'atteindre l'autosuffisance. Saïd Belounis et Yasmine Massoudi. Une campagne moisson-battage à la hauteur des attentes des agriculteurs de la wilaya de Sétif. Pour le bon déroulement de l'opération, tous les moyens ont été mis à la disposition des céréaliculteurs. La surface globale de cette exploitation agricole est de 950 hectares. Ici, nous avons du blé tendre et dur, de l'orge ainsi que du colza et aussi des légumes secs comme les lentilles. Dans la wilaya de Sétif cette année, nous avons mobilisé près de 13 points de collecte pour le stockage de la récolte des céréales sur plus de 150 000 hectares. Tout ce qui est récolté est stocké dans ces conteneurs. Tout a été mis en place pour éviter aux agriculteurs les longues files d'attente. كما دار السيد الوزير التعليمات تاع لو كولوار فير تاع لي زورج عندنا تاع لي زورج راهم وحدهم ولا سيمونس وحده وعندنا فتحنا سيد الوالي لي بوين دو كوليكت تاعنا طرافار الولايه راه مسموح لاي فلاح اون ريسيبسيون الفلاحين تاع الولايه كامله وين يحب يدفع مسموح له يدفع وتو لو برودوي صافي دير ما عنديش un magasin spécialisé. Et pour atteindre l'autosuffisance, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures de facilitation au profit des agriculteurs du pays en encourageant l'investissement agricole dans les cultures stratégiques. Pour ce qui est de la production d'ail, la région de Tel Rama, dans la wilaya de Mila, a connu cette année un rendement de 600 quintaux par hectare. Il faut savoir que la région s'est dotée de nouvelles unités de refroidissement et d'une usine de transformation, ce qui permettra de stocker les récoltes d'ail dans de meilleures conditions et de favoriser l'exportation. Imen Batouche et Yanis Abdelkassem.
Une récolte abondante d'ail a été enregistrée dans cette exploitation de Tlarma avec un rendement de pas moins de 600 quintaux par hectare, un record fruit des différentes techniques d'irrigation adoptées par les agriculteurs. Grâce aux eaux du barrage de Bni Haroun, nous avons eu une bonne récolte, contrairement à l'année dernière, ce qui nous a permis également d'agrandir les surfaces dédiées à cette culture. Nous avons embauché des ouvriers agricoles pour cette récolte. C'est une des meilleures saisons que nous ayons connues dans la région car nous avons enregistré une production abondante sur une superficie de 2600 hectares. Cette année, nous tablons sur une production d'1,5 million quintaux d'ail. Et pour assurer une autosuffisance, tout est fait pour soutenir les agriculteurs dans le stockage, le conditionnement et la commercialisation de leur production. Je viens de Ain Mila et je suis impressionné par la récolte de cette année. Nous avons une capacité de stockage sous froid très importante. C'est une première pour nous dans la commune de Tlarma. La WIS est également dotée d'une nouvelle unité de transformation et de conditionnement d'ail. Nous avons décidé d'ouvrir cette unité pour transformer et conditionner l'ail. Les producteurs ne devraient plus se soucier pour le stockage de leur récolte. Cette usine répondra aux besoins du marché et favorisera également l'exportation. Grâce à cette production importante d'ail, la wilaya de Mila est devenue un pôle national d'excellence de production d'ail. C'est à Tlemcen que nous allons à présent pour vous parler d'une usine de fabrication de produits en céramique. Elle met sur le marché plus d'1 demi-million d'unités par an qui répondent aux normes internationales et aspire aujourd'hui, donc cette usine, à développer son activité et à diversifier sa production. Abdeljaber Ben Yahya et Yamina Saïdji. Installée dans la ville de Rezawet à Tlemcen, cette usine de céramique produit un peu plus d'1 demi-million d'unités par an. Un modèle économique qui reflète les compétences algériennes en matière de production au niveau industriel. Une production qui répond aux normes internationales. Tous nos produits répondent à la norme algérienne NA, qui est elle-même inspirée des normes européennes et internationales. La production de ces unités passe par plusieurs étapes pour obtenir un résultat sans faille. La première étape, c'est la préparation de la barboutine et émaux. Deuxième étape, c'est le façonnage. La troisième étape, c'est le séchage. Quatrième étape, c'est l'émaillage. La cinquième étape, c'est la cuisson. La matière première provient de la terre, constituée d'un mélange d'argile et de sable. Une fois la pâte façonnée, elle passe dans ce four d'une capacité de 1400 pièces pour une longue cuisson de 20 heures à plus de 1000 degrés. L'usine peut également compter sur son unité de développement pour contrôle de qualité. Dans cette zone, on met tout ce qui est nouveau, tout ce qui est développement. On met l'installation ici. Aujourd'hui, l'usine aspire à développer son activité. Le dernier projet qui est en cours de réalisation pour cette unité, il va doubler carrément les capacités de production de l'usine, qui vont être portées de 400 000 à 800 000 pièces par année. Donc on a développé deux types d'engineering. Engineering pour produire plutôt, c'est-à-dire pour la production, et en parallèle, engineering pour installer nouveaux équipements. Le savoir-faire et le professionnalisme dans la fabrication des produits céramiques ont permis à l'unité de Rezawet d'occuper une place privilégiée sur le marché national et aspire à terme à s'imposer sur le marché international, notamment africain. L'Algérie a décidé de procéder à la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne. Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques de puissance administrante du territoire. Cette suspension est une décision qui fait suite à un revirement inattendu de la position espagnole sur le Sahara occidental, une position illégale et en contradiction avec les lois internationales et les principes que l'Algérie a toujours défendus, tout comme les justes causes. Zohel Bendimerad. Comme veut la tradition, les traités d'amitié, de bon voisinage et de coopération sont signés entre les pays pour concrétiser une vision commune fondée sur le respect des obligations juridiques, morales et politiques. Le traité d'amitié signé entre l'Algérie et l'Espagne en 2002 n'avait à l'époque dérogé à aucune de ces règles, estimant que les deux nations ont une convergence de vues et un cheminement de pensée en phase avec les mutations que connaît le monde, sans parler du passé historique que partagent les deux pays. Seulement voilà, en mars dernier, le gouvernement espagnol et contre toute attente opère un revirement qui restera indélébile dans les annales de l'histoire
en apportant son plein soutien à la formule illégale et illégitime de l'autonomie interne préconisée par la puissance occupante marocaine en violation de leur obligation juridique, morale et politique de puissance administrante du territoire qui pèse sur le Royaume d'Espagne. L'Algérie, sur cette question, s'est toujours positionnée dans une posture de neutralité et naturellement, elle attendait de ses partenaires, notamment européens et surtout espagnols, de respecter ce principe, car au final, seules les Nations Unies et le processus onusien est en droit, sans influence aucune, d'apporter une solution qui consiste à un processus de décolonisation du territoire non autonome du Sahara occidental. Pour respecter ses engagements internationaux, l'Algérie, dans sa tradition, a toujours veillé à remplir ses obligations vis-à-vis de ses partenaires. En témoigne l'engagement de notre pays à satisfaire la demande énergétique en augmentant par exemple les capacités de gazoduc Medgaz et de compléter si nécessaire avec des marchés spot en faveur de l'Espagne lorsque le gazoduc Maghreb-Europe a été mis hors service côté algérien le 31 octobre 2021. La décision de l'Algérie aujourd'hui est une réaction légitime et conforme à ses principes qu'elle n'a eu de cesse de répéter à chaque occasion qui se présentait, et notamment son appui indéfectible aux efforts des Nations Unies pour le règlement du dossier de décolonisation du Sahara occidental. Les oubliés du Maroc profond, ces habitants derrière les montagnes du Haut-Atlas vivent dans des grottes et sont confrontés à une souffrance sans fin, notamment en raison de l'absence de commodités les plus élémentaires, aggravées par des conditions climatiques très difficiles qui font de la vie de ces populations marginalisées une tragédie. Badreddine Abbassi et Amal Bouarba. Ce sont des images que le Maroc et son régime corrompu s'efforcent de dissimuler. Derrière les montagnes du Haut-Atlas, les habitants de ce qui est appelé communément le Maroc oublié mènent une vie primitive dans des grottes dépourvues des commodités les plus basiques. Une amère réalité rapportée par de nombreux médias internationaux qui évoquent cette face cachée du royaume, car pour le Makhzen, ces zones reculées, marquées par des conditions climatiques difficiles, sont considérées comme des territoires inutiles, faute de richesse. Ici, la population est livrée à elle-même, plongée dans une véritable misère noire, privée d'éducation, de services médicaux, de routes, de transports et de services publics. D'ailleurs, les gouvernements successifs au Maroc ont complètement ignoré cette partie du pays. Dans ce Maroc oublié, les conditions de vie sont complètement inhumaines et les femmes sont exploitées dans un travail de forçat. Le calvaire de ces femmes mulées, comme on les appelle, est quotidien. Le voyage périlleux commence chaque jour pour ces femmes en attendant leur tour au niveau du passage frontalier pour piétons sur le plateau reliant la Méditerranée, la ville marocaine de Fnidak et l'enclave espagnole de Ceuta. Chaque jour, ces femmes mulées risquent leur vie et transportent jusqu'à 100 kilos sur le dos, moyennant un salaire dérisoire fixé à 10 €. Une activité humiliante qui reste la seule source de subsistance disponible pour ces femmes marginalisées. Il faut dire que désormais la marginalisation et la précarité touchent de nombreux secteurs et plusieurs régions du Maroc. Le peuple marocain ne manque pas d'ailleurs une occasion pour exprimer son ras-le-bol contre un monarque occupé à amasser des fortunes, une fortune qui s'est multipliée par 5 au cours des 9 premières années de son règne. Et on revient chez nous en Algérie pour vous emmener à la rencontre d'une incroyable biodiversité encore largement méconnue, celle des fonds marins. Des clichés inédits artistiques qui témoignent de la beauté mais aussi de la fragilité de ces écosystèmes. C'est ce qu'on retrouve dans cette exposition photo, l'œuvre d'un jeune photographe de l'association Remonta des activités subaquatiques qui est organisée par le parc de Taza Adjidjel, très engagé dans la préservation de la nature. Abdelrahman Chimouni et Bada Amarni. Les fonds sous-marins dans toute leur splendeur s'invitent à la surface de la Terre pour éblouir les yeux des visiteurs de cette exposition initiée par le parc Taza Adjidjel. Faune et flore marine d'une beauté saisissante à travers l'objectif de ce jeune photographe passionné. Des images qui vous plongent dans les entrailles de l'aire marine protégée de cette wilaya côtière. On a organisé aujourd'hui une exposition photo, plus projection vidéo, court-métrage, pour mettre en valeur certaines espèces aussi qui ne sont pas connues, comme les nidibranches, il y a beaucoup d'espèces.
L'aire marine protégée de Djidjel s'étale de Ras El Afia Grand Phare jusqu'à Ziama Mansoria sur une superficie de 9 603 hectares, 147 espèces protégées y vivent. Dans le cadre des activités du parc national de Taza, donc c'est une aire protégée qui est classée en 1984 avec un label aussi, un label MAP. Donc des activités très riches dans le cadre, dans la mise en œuvre du projet COGETO du parc national de Taza. C'est un projet de coopération internationale. Donc c'est des projets qui visent la protection de toutes les espèces faunistiques et floristiques. Le pescatourisme, qui est un type d'écotourisme, a été également promu à Djidjel à travers le projet du parc national de Taza. Et le pescatourisme, c'est quoi? C'est un tourisme qui est par les pêcheurs et pour les pêcheurs. En fait, cette expo, elle vient vraiment à pic pour parler de la biodiversité sous-marine et spécifiquement à Djidjel, une région qui est quand même réputée pour la richesse, sa richesse faunistique et floristique. Et moi, je dois attirer l'attention aussi de vos téléspectateurs que la biodiversité, elle doit rentrer dans notre culture d'une manière générale. C'est pas seulement une science, une discipline scientifique. Non, ça doit vraiment devenir culturel, un acte culturel. L'exposition a attiré de nombreux visiteurs charmés par ces fonds marins à la biodiversité extrêmement riche. On était surpris par les photos qu'il a prises, des espèces qu'on n'a jamais vues. Et on encourage. La corniche djidjilienne, avec ses plages paradisiaques, ne cesse d'émerveiller ses visiteurs. Sous ses eaux cristallines se cachent des merveilles qui peuvent servir d'atout pour développer davantage le tourisme. Une belle expérience immersive. Sport, football, 2 matchs, 2 victoires. Les Verts enregistrent leur 2e victoire après l'Ouganda. Ils ont battu hier à Dar es Salaam la Tanzanie 2-0 et ont franchi un grand pas vers la qualification pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Début de Rami Bensebaini et Mohamed Amin Amoura. Une victoire qui a permis à la sélection nationale de prendre le large à la tête du groupe F avec 6 points au compteur. Voilà, c'était donc la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Vous retrouverez à 19h Kemel Swig. Quant à moi, je vous dis à demain midi.